Donc bonsoir à tous. Alors comment j'ai fait 37% sur mon compte CFD? Alors il s'agit d'un petit compte CFD sur lequel, qui faisait à peu près 10 000 euros, sur lequel j'ai essayé une méthode que j'avais mise au point de manière à voir si dans le réel ça fonctionnait bien ou pas bien. On a mis le webinaire en ligne le 5 avril et j'avais commencé à trader le 16 janvier. J'ai rien fait avant. C'était le 5 avril et je me suis dit c'est un peu bête, ce serait bien d'avoir un trimestre complet plutôt que 2 mois et demi comme ça. Donc j'ai continué une dizaine de jours et en fait maintenant on est à 46% en 3 mois pleins, donc du 16 janvier au 18 avril. Il y a plusieurs façons de monter un compte de 37%. Il y a la façon, je dirais, des charlots, c'est-à-dire qu'on met le maximum de levier sur un trade, on prie, si ça marche, on est le roi du monde, on fait un webinaire. Ou alors on fait une vidéo sur YouTube. Ou bien on essaye de travailler avec une méthode stable, de nombreux trades, et qui font une progression régulière. Alors évidemment, c'est plutôt cette solution que j'ai choisie, qui correspond à ce qu'on va voir aujourd'hui. La première façon n'a aucun intérêt, effectivement, et c'est employé par de nombreux faux traders qui vous mettent des petites vidéos sur YouTube ou qui vous vendent des formations qui ne vous forment absolument pas, en fait, qui vont vous faire perdre de l'argent. Par contre, eux, ils vont en gagner avec votre argent. Donc faites attention avant de vous lancer dans une formation payante, de bien vérifier que le formateur est sérieux. Donc j'ai opté pour la deuxième solution, c'est-à-dire qu'on fera plusieurs trades. Alors il faut savoir que sur les petits comptes, malheureusement, les petits comptes ont une probabilité de survie inférieure aux gros comptes. C'est-à-dire que je considère qu'un petit compte, c'est un compte inférieur à 20 000 euros à peu près. À partir de 20 000 euros, on commence à avoir plus de chances, malheureusement, de gagner sur le marché. Alors là, l'objectif, c'était donc de mettre au point une méthode qui vous permettrait de gagner petit à petit, même avec un compte de 10 000 euros ou inférieur même à 10 000 euros. Alors les petits comptes perdent assez souvent parce qu'ils essayent de prendre des grands mouvements. Ils essayent de prendre des grands mouvements, un coup ça marche, 2 coups ça marche, 3 coups ça marche pas, 4 coups ça marche pas, du coup ils se disent mince j'ai perdu beaucoup, il faut que je mette mon stop plus près. Et donc ils rapprochent leur stop et bien sûr, en rapprochant le stop, ils se font sortir beaucoup plus souvent et ils ratent l'essentiel des grands mouvements. En fait, rapprocher trop le stop comme ça les empêche de gagner malheureusement. Et ils prennent souvent aussi des positions trop grandes parce qu'ils ont envie d'aller vite. Or, ce n'est pas l'objet. Aller vite en trading, ça veut dire prendre des risques exceptionnels. Et quand on prend trop de risques, un jour ou l'autre, ça nous retombe sur la figure. Donc ils prennent des positions trop grandes pour leur expérience en particulier. Bon là, je vous l'ai dit, ils suivent des formateurs aussi qui leur enseignent à peu près n'importe quoi, qui ne savent pas trader, pas mieux que ma petite fille qui a 1 an. Et ils inventent des méthodes un petit peu burlesques, mais par contre, ils sont présentés de façon séduisante. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se font avoir et qui finalement perdent leur argent, malheureusement. Une autre cause de perte aussi, c'est que le débutant, sur un petit compte en particulier, panique dès que la position est perdante. Parce que quand ils ont une position perdante, en fait, ils font un petit peu n'importe quoi. Alors à ce propos, je vous conseillerais d'ailleurs de voir un webinaire que j'ai déjà enregistré en vidéo. Je vous en parlerai tout de suite après. Le voilà. Donc moi je vous conseille de voir ce webinaire qui est disponible sur la chaîne de WH Self Invest et sur ma chaîne YouTube également. Donc ça s'appelle ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans le trading et ça vous présente un petit peu tous les biais, tout ce qui dans votre nature, dans votre caractère va faire que vous allez finalement perdre de l'argent à cause de vous. Pas forcément à cause de votre méthode, mais à cause de vous. Donc il faut pouvoir identifier bien les biais qui vous empêchent de gagner, de manière à, une fois identifiés, les éviter. Alors, comment faire pour gagner un petit compte? Je me suis posé la question. D'abord, il faut une méthode fiable.
une méthode relativement simple, c'est-à-dire qu'il nécessite peu ou pas d'indicateurs, parce que plus il y a d'indicateurs à regarder, plus les chances de mauvaise interprétation sont grandes, malheureusement. Donc j'ai essayé de faire quelque chose où il y a un minimum de choses à regarder. Donc il faut aussi essayer de minimiser au maximum le risque, parce que si on augmente le risque, on a de plus en plus de chances de tomber dans un biais de comportement négatif, les biais de comportement qui sont étudiés donc dans la vidéo dont je vous ai parlé précédemment. Et les positions aussi doivent être relativement de courte durée, sauf cas exceptionnel, prises dans un court laps de temps, parce que malheureusement, les traders, d'une manière générale, et les débutants en particulier, ne savent pas se détendre, ne savent pas se détacher un petit peu, passent leur temps les yeux rivés sur la bougie qui bouge, éventuellement sur le chiffre de leur gain ou de leur perte, et petit à petit, ils perdent pied, ils ne sont plus capables de réfléchir correctement. Donc il faut que ce soit des trades de relativement courte durée et qui interviennent à des moments précis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que le marché présente une configuration. Il faut que je puisse vous dire que c'est maintenant qu'il faut regarder, c'est à tel moment, à tel endroit, de manière à ce que vous n'arriviez pas fatigué sur la configuration en question. Et puis surtout, il faut prouver que la méthode est fiable. Alors, d'habitude, je vous montre des systèmes, des setups, etc., avec des backtests. Ici, c'est impossible de faire un backtest. Vous allez le voir, il y a une question quand même d'interprétation qui n'est malheureusement pas programmable. Donc je me suis dit, la seule solution, c'est de vous fournir l'ensemble de mes trades, c'est-à-dire le relevé de mon compte, totalement, jusqu'au 18 avril, date à laquelle j'ai arrêté et je suis passé à autre chose. Donc il faut voir que ça a nécessité quand même plusieurs mois de préparation, au sens qu'il a fallu quand même y réfléchir un petit peu, il a fallu tester un petit peu sur 2023 en particulier, et donc commencer en 2024 à faire fonctionner la méthode, à se mettre devant le marché en réel, et essayer de voir si vraiment ça tient la route ou pas. Moi, habituellement, je ne traite pas comme ça. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos précédentes, mon trading habituel, c'est plutôt un trading de tendance avec des renforcements, des allègements, etc. Ici, ça va être différent dans la mesure où on va jouer uniquement sur une préférence de tendance, sur une préférence entre l'achat et la vente, et on va se pencher sur essentiellement 4 indices, le DAX, le Dow, le S&P et le Nasdaq. Les trades, globalement, avec cette méthode, seront d'assez courte durée. C'est-à-dire c'est un trade peut durer 5 secondes, 10 secondes, 1 minute. Enfin, 5 secondes, c'est rare, quand même, ce serait un peu bête. J'ai un peu exagéré. Disons, ça peut durer 5 minutes, on va dire, et ça peut durer 1 heure. 1 heure, ça reste relativement court. Et exceptionnellement, on peut avoir un trade qui dure plus longtemps. Alors, ce qu'il faut, par contre, aussi, c'est que, et ça, c'est intrinsèque au caractère du trader débutant en particulier, un bon pourcentage de réussite. Pourquoi un bon pourcentage de réussite? Parce que ça vous permet d'être plus à l'aise. Les traders débutants aiment beaucoup avoir un bon pourcentage de réussite. Il faut qu'il y ait un faible impact des trades perdants, bien sûr, et que la progression du capital surtout soit très régulière. Qu'il n'y ait pas de gros perdants, qu'il n'y ait pas de trop gros gagnants non plus. On ne va pas chercher les gagnants exceptionnels. Et le défi, en fait, que vous devez avoir, et que j'ai eu aussi, c'est pas de journée perdante. Parce qu'il ne faut pas rêver. Il y aura des trades gagnants, il y aura des trades perdants, mais ce qu'il faut, c'est que sur la journée, on sorte gagnant. Et l'objectif que vous devez avoir, c'est uniquement celui-ci. Pas de journée perdante. Vous ne devez pas penser à essayer de gagner 400 € d'un coup. Ça viendra peut-être. Ça viendra sûrement à un moment ou à un autre, mais bon, c'est pas grave si vous ne gagnez qu'une trentaine d'euros. Le principe, c'est de ne pas avoir de journée perdante, et comme ça, on garde la confiance. Donc, les résultats en trading réel, donc sur 3 mois exactement, j'ai fait 270 trades, ce qui commence à être un nombre quand même significatif sur 3 mois. Le premier trade, donc le 16 janvier, le dernier, le 18 avril. Capital de départ le 15 janvier, c'est-à-dire juste avant le 16, 10 297,09. Capital le 18 avril, 15 093,93. Donc vous voyez, c'est un compte quand même qui a pas mal progressé. Voilà la courbe de progression.
c'est une courbe de progression par trade. Hein. Donc vous voyez qu'il y a des moments où il y a des trades perdants, des trades gagnants, etc. Mais ce qu'on voit essentiellement, c'est la grande régularité de la courbe. Vous voyez une courbe quasiment linéaire de progression du capital. Vous voyez même sur la fin que ça devient de plus en plus fin. Il y a un petit accident ici, mais qui a été vite rattrapé. Mais il y a beaucoup moins de hauts et de bas comme ici sur la dernière partie sur laquelle j'ai pris un petit peu moins de risques et j'ai pris des bénéfices un petit peu plus tôt. Voilà. Donc, pour vérifier ces résultats, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, bien sûr, pour vérifier ces résultats, vous envoyez un mail à Raphaël Leblond, dont vous avez l'adresse ici, et il vous fournira le relevé intégral de mes trades sur ce compte. Alors évidemment, depuis 2014, je crois que je l'avais ouvert en 2014, alors il y a des années, il ne se passe rien, enfin c'est un compte qui me sert à faire des tests en fait. Par contre, vous verrez tous les trades entre le 16 janvier et le 18 avril, et vous pourrez vérifier que je vous dis pas des bobards, que c'est vraiment ceci, la courbe de progression de la méthode. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une courbe de progression jour par jour. Et là, vous voyez, je n'ai tradé en fait sur ces 3 mois que 45 jours. C'est-à-dire que je n'ai pas tradé tous les jours parce que des fois j'avais autre chose à faire, tout simplement. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'à chaque fois, ça décale vers le haut. Sauf ici. Sauf ici, où vous avez une journée qui a été perdante de 46 € très exactement. Mais autrement, toutes les autres journées ont été gagnantes. Donc en fait, il y a eu 44 jours gagnants et un jour perdant de 46 €. Donc vous pouvez arriver à faire ce genre de choses, hein, puisque moi je l'ai fait. Il n'y a pas de raison qu'à terme, vous n'y arriviez pas. Donc voilà, le pourcentage de trades gagnants, hein, ça c'est sûr. Par contre, j'ai pris également les chiffres de 2023. Alors, il faut savoir qu'en 2023, avec cette méthode, j'ai beaucoup moins tradé, bien évidemment, mais je n'ai pas eu de journée perdante. Il n'y a aucune journée perdante sur 2023. Ça, vous pourrez le vérifier également, puisque vous aurez tous les relevés de mon compte avec tous les ordres. Voici ce que ça donne donc depuis 2023. Donc, vous voyez, ça a rajouté un petit peu là. Et puis ensuite, on reprend sur 2024, où là, c'était beaucoup plus régulier. Donc, sur 2023-2024, j'ai eu 73% de trades gagnants, avec un gain total de 6 394. La progression du capital global sur 2023-2024 donc a été de 70%. Le max drawdown, ça veut dire la perte maximum que j'ai subie à un moment dans mes trades, était de 277 €. La perte moyenne, en moyenne quand je perds 40 points. En moyenne quand je gagne 45 points. Donc je gagne 12% de plus quand je gagne que ce que je perds quand je perds, voilà, on va arriver à le dire. Le gain moyen par jour était donc de 142 €. Donc là, vous avez une idée globale de ce que j'ai fait depuis 2022-2023. Alors, le problème, c'est aussi quel support, quel indice, ici, doit-on trader. Quand on veut travailler sur des durées relativement réduites, il faut que les cours, pendant ce faible laps de temps, se déplacent de façon conséquente, de manière à pouvoir prendre une partie, au moins, du déplacement. L'objectif ne va pas être de prendre toute la tendance, mais une partie intéressante du déplacement, sans risque si possible, ou tout au moins avec un risque relativement réduit. Il faut également que le spread, c'est-à-dire l'écart entre l'offre et la demande, soit le plus faible possible par rapport au prix du support. Alors, vous voyez comment je présente les choses, hein. Il faudra que vous présentiez de la même manière, c'est-à-dire introduire ce qu'on appelle des studies. Ça, c'est le cours ici du Dow Jones. Ici, c'est une studie, c'est-à-dire que ce sont les cours du SP500 qui sont marqués comme si c'était un indicateur. Ici, le Texan, donc c'est le Nasdaq, et ici, le Germany, c'est le DAX. Et le choix s'impose là. En priorité, il faut aller sur le Dow Jones. Pourquoi? C'est parce que le Dow Jones a des impulsions relativement fortes et tout de suite, on arrive à des déplacements qui font 100, 150 points, vous voyez. Ici ou là, on est par exemple, on part de 38 300 grossièrement et on va jusqu'à 550. Donc, c'est une tendance, une impulsion qui est très intéressante puisqu'elle fait 150 points. Éventuellement, on peut également travailler sur le S&P 500, sur le Nasdaq ou le DAX. La plupart du temps, il vaut mieux aller sur le DAX
c'est-à-dire osciller entre le DAX et le Wall Street, parce que lui aussi a un déplacement relativement important par rapport à sa valeur. Donc l'analyse des trades, et justement là, ça commence à être intéressant, parce que quand vous appliquez une méthode, il faut tenir des statistiques, il faut voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc en fait, je me suis aperçu ici sur le Dow Jones, sur le Wall Street, j'ai en fait 82% de réussite. Par contre, sur le S&P, je n'ai que 14% de réussite. Bon, il n'y a pas beaucoup de trades, mais ça donne une indication quand même. Sur le Nasdaq, j'ai 57% de réussite, ce qui est assez moyen également. Bon, là aussi, il n'y a pas beaucoup de trades, tout comme sur le Germany, c'est-à-dire le DAX. Là, il n'y a pas beaucoup de trades aussi, mais par contre, je n'ai qu'un trade perdant sur 8. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir que finalement, sur le Dow Jones, on arrive à avoir un pourcentage de réussite qui est encore supérieur à celui que l'on a avec tous les supports tradés. Donc le meilleur indice, c'est sans aucun doute pratiquement le Dow Jones et éventuellement le Germany, qui peut être très intéressant car il a des impulsions relativement fortes mais prévisibles en plus. Alors, la méthode, donc il nous faut une volatilité maximum en un minimum de temps. Donc on va intervenir essentiellement sur les statistiques de 14h, 14h30 et 16h. Éventuellement à l'ouverture US à 15h30. Et si vous arrivez vraiment tard chez vous, examinez les départs qui ont lieu en gros entre 19h et 20h. C'est beaucoup plus rare quand même que comme déplacements intéressants que les statistiques, mais il y a des tendances très intéressantes aussi qui sont relativement linéaires et qui commencent vers 19h, 20h. Alors le matin, à l'ouverture européenne, on ne peut pas vraiment utiliser cette méthode dans la mesure où les US sont fermés. On utilise la méthode uniquement quand ou bien il y a une statistique, là les US suivent, il n'y a pas de problème, ou bien après 15h30. L'examen préalable nécessaire, pas suffisant, mais presque, c'est de regarder ce qui est fort, c'est-à-dire ce qui a tendance à monter, et ce qui est faible, c'est-à-dire ce qui a tendance à descendre. Donc c'est ce qu'on appelle la force relative. Relativement, ici par exemple, vous avez le Dow Jones qui a tendance à plus monter que le SP500, que le Nasdaq ou que le DAX. Vous voyez, le DAX est en horizontal, là on est vraiment en montée sur le Dow Jones et on n'a pas cette correction, au contraire, il continue à monter. Donc c'est ça qu'il faut détecter impérativement. On détecte ça essentiellement sur les dernières bougies. On voit la différence en fait de comportement sur les dernières bougies. On verra quelques exemples, ne vous inquiétez pas. Et ici par exemple, bon, on est monté très légèrement jusqu'à ce niveau ici. Ici, on a été incapable de monter, on est même descendu. Là, on a essayé de monter un petit peu sur la fin, mais ça a fait chou blanc. Et on n'a pas réussi à revenir à ce niveau-là, en tout cas, contrairement à ce qui s'est passé sur le Germany, pratiquement. Et là, sur le Dow Jones, vous voyez, par rapport au haut précédent, là, on est nettement plus haut. Et si on regarde la structure des bougies elles-mêmes, en particulier les deux dernières bougies, vous avez une structure qui n'est pas du tout équivalente. Donc, on va intervenir toujours dans le sens de la force. Ici, donc, l'indice le plus fort, c'est le Dow Jones. Ça tombe bien, c'est essentiellement celui qui nous intéresse. Donc, sur cette configuration, on va travailler uniquement à l'achat et uniquement sur le Dow Jones parce que le Dow Jones se détache des autres indices. Alors, il faudra surveiller tout au long du trade la force relative, de manière à savoir si le Dow Jones, d'un coup, au bout de X bougies, par exemple, ne commence pas à devenir faible par rapport aux autres, parce qu'à ce moment-là, il va falloir sortir. Donc, indice faible, indice fort. Vous avez ici un autre exemple. Ceci, c'est sur la bougie de 15h30. Alors, sur 15h30, c'est ça le système. En gros, vous attendez 5 minutes et vous voyez comment ça se passe. Parce que si vous partez dès le départ à 15h30, ça, c'est la bougie qui va de 15h30 à 15h35. Vous voyez qu'au départ, on est parti haut et on redescend derrière. Donc, il faut savoir attendre 5 minutes pour voir un petit peu comment s'oriente le marché et quelles sont les forces relatives. Ici, je vous laisse regarder un petit peu. Les forces relatives sont assez visibles. On voit que relativement, qu'est-ce qui est le plus fort, qu'est-ce qui est le plus faible, c'est celui-ci. C'est le Texan qui, lui, a vraiment tendance à descendre. Ça, le S&P,
est relativement fort par rapport au Nasdaq, mais par contre, il subit sur la bougie de 15h30 un retour sur ce niveau ici. Vous voyez que sur le Nasdaq qui est plus faible, les cours ont enfoncé ce niveau précédent. Ici, par contre, sur le Germany, on reste relativement bien, c'est-à-dire à peu près au même niveau. On ne redescend pas sur ce niveau ici. Par contre, on voit que le sommet ici est à ce niveau-là. Donc on n'a pas été plus haut que le haut précédent. Donc tous ces éléments doivent être détectés par vous. Alors ça viendra avec l'expérience, il faudra vous entraîner un petit peu, mais on voit ici nettement quand même que le Dow Jones, lui, a dépassé ce niveau, contrairement à tous les autres indices, et a une progression relativement régulière jusqu'à cette bougie de 15h30. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On va tâcher d'intervenir dans le sens de la force, toujours. Hein. Mais vous voyez, on a une bougie qui est un petit peu alarmante, parce qu'on a l'impression que le Dow va partir à la baisse. Mais il est fort, c'est-à-dire que même si les mouvements globalement des autres indices sont baissiers, lui baissera moins, voire sera à l'équilibre, voire montera alors que les autres baissent. Hein. C'est tout à fait possible à voir. Donc il est fort, on intervient à l'achat uniquement sur le Dow Jones. Une fois que vous avez détecté les forces, vous savez sur quel indice vous allez intervenir et dans quel sens. Il y a une vidéo complète sur la force relative sur la chaîne YouTube de WH et également sur ma chaîne YouTube. Donc ça, je vous invite à le regarder pour avoir une meilleure idée et avoir plus d'indications éventuelles sur la force relative et la façon de la détecter. Donc la méthode. On entre en position, là on sait exactement où on va, dans quel sens et sur quel indice on va rentrer en position. Ici par exemple, on regarde bien précisément la force ou la faiblesse des indices. On voit ici que le Dow, après cette petite poussée haussière, n'a pas eu de réaction trop forte. Il a continué à monter légèrement sur la fin, sur les dernières bougies. Les dernières bougies sont toujours très importantes. Hein. C'est essentiellement celle-là qu'il faudra regarder. Sur le S&P, par contre, on est resté à peu près au même niveau. On n'a pas été capable de faire un plus haut. Alors, on a fait un petit plus haut ici. Contrairement à ici, on a sans arrêt fait des plus hauts. Hein. Là, c'est pareil. C'est resté relativement stable. On voit que les cours sont légèrement haussiers. Et sur les dernières bougies, par contre, on a essayé de partir, mais on a été immédiatement contré. Ça, c'est pas très bon pour la force. Là, par contre, sur le Germany, on continue à monter. On n'a pas cette grande poussée haussière que l'on a sur le Dow, mais on a un indice qui est relativement fort et avec des dernières bougies qui sont effectivement bien haussières. Donc, on a le choix ici. On a deux choix. Intervenir. On n'a pas d'indice franchement baissier, franchement faible. Donc on ne peut pas intervenir à la baisse, on va chercher à intervenir à la hausse, ou bien sur le Dow Jones, ou bien sur le Germany, c'est-à-dire le DAX. S'il n'y a pas de situation claire, n'oubliez pas qu'on ne fait rien. Donc là, il y a une statistique à 14h30. Pour les statistiques, vous verrez qu'il y a deux façons de les trader. Quand les choses sont extrêmement claires, il faut prendre un peu de risque. C'est-à-dire ici, par exemple, les choses sont très claires, le Dow Jones est franchement haussier, il se tient bien. Il était éventuellement possible de rentrer dans le mouvement. Ce que j'ai fait, hein, voilà le trade du moment. Je ne suis pas très bien rentré, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc je suis rentré à ce niveau-là, vous voyez, un petit peu avant la stat. Donc sur cette bougie ici, sachant que là, j'étais sur le Dow à l'achat. Et puis j'ai attendu que la stat se passe. Qu'est-ce qui s'est passé sur la stat? On a eu un premier mouvement baissier comme ça, et un deuxième mouvement haussier très fort dans l'autre sens. Je m'étais tracé, et ça c'est quand même utile à faire, hein, essayez de vous tracer les supports et résistances, sans en tracer trop toujours, mais je m'étais tracé, vous voyez, une résistance ici, j'ai mis mon ordre de vente là, et j'ai vendu à ce niveau-là. Donc la différence, ça y est, c'est le trend. Vous voyez que le trend ne prend pas toute la tendance, il prend une partie simplement. Donc on ne va pas chercher à prendre ici, on a quoi, 20, oui on a 75 points par exemple, hein. Donc 75 € sur le Dow. Un autre exemple ici pour vous montrer un petit peu que ce n'est pas toujours forcément facile,
un indice ici se démarque, hein, parce qu'il est particulièrement faible. Je vous laisse regarder 2-3 secondes. Voilà, je pense que vous avez trouvé. Donc on voit que le Dow Jones a bien monté comme ça, il est redescendu. Il y a eu la bougie de 14h25 où il y a eu vraiment une grosse agitation. Il n'est pas franchement haussier, hein. Ici, on est un petit peu plus haussier. Ici également, puisqu'on va beaucoup plus haut, vous voyez, par rapport au précédent. Ici, on va à une distance relativement faible par rapport au précédent, alors que ici, par rapport au précédent et par rapport à la taille de la bougie, on va beaucoup plus haut. Donc, ils sont plus forts. Ici, c'est encore mieux, parce qu'il est plus fort. Maintenant, ils ne sont pas... Il n'y a pas d'indice qui se démarque en dehors du Germany, c'est-à-dire le DAX, qui lui, à ce moment-là, vous voyez, n'a même pas fait une tentative haussière pratiquement, il est resté sur place. Le Dow est aussi plus faible que les autres indices, hein. Je vous l'ai montré, que les autres indices, c'est-à-dire que le SP500 et que le Nasdaq. Donc il y a deux choix éventuels, ou bien chercher une entrée à la vente sur le Dow Jones, ou bien chercher une entrée à la vente sur le Germany, sur le DAX. Le DAX est le plus faible, hein, on l'a vu. Donc, intervenons sur celui qui donne vraiment l'information la plus claire. Donc, on vend à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe derrière? Petite stagnation, on est juste avant la stat, hein, 14h25, on a l'indication à ce moment-là. Alors évidemment, il ne faut pas attendre que la bougie soit complètement finie. Il faut avoir votre analyse soit faite au moins 30 secondes, 1 minute avant. Que la bougie de 14h25 soit faite. Mais là, on avait un indice particulièrement faible, donc on prenait beaucoup moins de risques à vendre à ce niveau et à profiter de la statistique derrière. Et si vous regardez, la faiblesse nous aide beaucoup, parce que une fois que la statistique est passée, on est à ce niveau, mais on continue à descendre sur l'indice faible. Par contre, sur les indices qui sont plus forts, on est à l'horizontale, quasiment. Le Dow avait fait quand même une belle descente. Pourquoi ne pas attendre que la bougie soit formée complètement? Parce que si jamais on attend, on pourra la prendre ici, à ce niveau-là à peu près, hein, probablement. Parce qu'en l'espace d'une seconde, il va y avoir le mouvement qui ne sera pas tout à fait complet, mais quasiment. Un tout petit retour à un moment, et derrière, ça va continuer. Ça se passe à peu près toujours comme ça. Au mieux, on peut prendre sur le petit retour, et quand je vous dis le petit retour, il faut quand même être assez agile du doigt, parce que le retour en question, il va faire 2-3 secondes. Donc c'est assez difficile de prendre position au milieu, mais faisable. Il suffit de compter jusqu'à 3, pratiquement. Mais ici, vous voyez que sur le Germany, on était quand même beaucoup plus confortable et que la suite a continué à nous donner raison. C'est-à-dire que à chaque fois, si on regarde les bougies par rapport aux bougies des 3 autres indices, on est plus faible, on est plus faible, on est plus faible, on est plus faible. À chaque fois, on est plus faible. Donc, on reste en position. C'est à ce moment-là que le trade va s'allonger en longueur par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que tant que la direction est assez bonne et que l'indice reste faible par rapport aux autres indices, eh bien on va rester en position. Alors, attention au Dow, ici on est juste avant une statistique. Vous voyez, c'est la bougie de 25, donc la statistique est à 14h30. On regarde un petit peu ce qui se passe. Bon, on voit que le DAX, lui, a l'air plutôt haussier. Le Nasdaq, lui, est resté relativement stable, il a réussi à remonter quand même. Ici, pareil, on est resté relativement stable. Et là aussi, on a l'air d'être resté particulièrement stable. Mais il y a une différence importante ici qui va vous faire choisir le Dow Jones. La différence importante, c'est la dernière bougie. Regardez la dernière bougie, elle n'est pas d'une taille négligeable. Elle est baissière sur le Dow, haussière ici, haussière, et légèrement haussière aussi sur le Germany, mais pas tellement. Donc, ici, le Dow nous donne un indice, parce que les gens qui agissent, je pense, sur le Dow Jones ont des informations qui sont un petit peu plus complètes que nous. Mais du coup, on arrive à voir, avec ce qu'ils font, s'ils pensent que ça va baisser ou que ça va descendre, ou que ça va monter. Là, ici, en l'occurrence, le Dow nous donne un indice sur la bougie 14h25, 14h30, qui nous permettra éventuellement de prendre des positions intéressantes. Que peut-il se passer à ce moment-là?
Alors, ou bien vous prenez une position directement ici, c'est un pari peu risqué, mais ça reste un pari, et si c'est bien, si c'est bon, ça se passe bien, si le marché descend, ce sera beaucoup plus lucratif. Sinon, il y a plusieurs solutions au comportement des cours. Ou bien, ils commencent à monter, et finalement, ils descendent. Vous arriverez à le prendre à peu près à ce niveau-là, voire peut-être sur la bougie d'avant, hein, au moment où ça redescend complètement. C'est la meilleure configuration qu'on peut avoir. On ne peut pas rêver mieux parce que là, ça se passe d'un seul coup, on ne peut pas prendre position quasiment, et ensuite ça redescend, mais ça redescend, on a le temps de le voir là. C'est pas en 1 seconde que ça se passe, ou en 3 secondes cette fois, c'est en 1, 2 minutes, 3 minutes. Donc on a le temps largement de voir qu'il y a eu une poussée haussière et que maintenant on va dans le sens de la faiblesse ici en l'occurrence. Hein. Ou bien le marché part vers le haut et point final. Là, normalement, on n'a pas de prise de position. Ou bien le marché va vers le bas, on arrive à prendre une petite position, éventuellement on prend un objectif ou alors on est stoppé. Ici, si vous avez un objectif là, si vous réussissez à sortir, vous aurez un trade qui sera positif, qui sera intéressant. Là, ce sera un trade négatif si les cours vont toucher votre stop, mais de toute façon, vous serez stoppé et vous ne subirez pas une perte importante. Et la dernière solution, qui est la moins facile à prendre quand on n'est pas en position déjà, eh bien c'est la descente directe. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué, ça se fait sur 1 seconde, 3 secondes, 4 secondes, maxi. Hein. Le retour se fait sur les 2-3 secondes qui suivent la première seconde. Donc il faut vraiment être prêt, dire ça descend, votre ordre est prêt. Le temps que vous mettiez votre souris dessus et que vous cliquiez, ça va être bon, vous serez à peu près au bon niveau. Et là, ça a des chances de repartir encore beaucoup plus fort. Donc là, c'est vraiment le plus difficile, je dirais, un des plus difficiles, avec ce cas ici. Ce sont des cas relativement difficiles à trader, où il ne faut pas hésiter. N'oubliez pas que là, il ne va pas falloir tergiverser, attendre une confirmation ou quoi que ce soit. Il va falloir vraiment rentrer en position rapidement, prendre une décision extrêmement rapide. Voilà en fait ce qui s'est passé sur cette statistique. On a eu le cas le plus favorable. Le cas le plus favorable, c'est-à-dire que ça a commencé par monter pour ensuite descendre. Et là, ça s'est fait probablement en quelques secondes, c'est même sûr, parce que je m'en souviens. Et ensuite, ça a commencé à descendre. Donc là, vous êtes tranquille, vous avez une possibilité de vente relativement confortable et vous prenez le mouvement qui est derrière. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe, la structure même de la bougie, vous voyez la taille du corps par rapport à la mèche en dessous, c'est-à-dire au retour haussier. On regarde, voilà, la taille du corps, retour haussier. Là, on est quand même, par rapport à la taille du corps, on est pratiquement sur la moitié. Hein. Même peut-être un peu plus que la moitié. Alors que là, on est sur un tiers. C'est-à-dire qu'on est remonté que un tiers du corps. Donc ici, on est plus fort, bien qu'on descende, hein, mais on est plus fort. Et là, on reste plus faible. Là, c'est un petit peu pareil. Vous voyez la taille de la réaction haussière. Et là aussi, la taille de la réaction haussière. Donc on est bon. On est bon parce qu'on est toujours sur l'indice qui est baissier. Et là, on va essayer de garder un peu la position. Et là, on s'aperçoit donc sur la suite, voilà, qu'on a été relativement tranquille pendant 3 bougies. Ici, tranquille aussi, c'est descendu un petit peu partout, mais pas énormément. C'est beaucoup plus descendu ici que là, par exemple. Par contre, le Germany, lui, il a carrément changé d'optique et lui, il est passé carrément baissier. Quelquefois, la force relative n'est pas stable. C'est justement le problème. C'est justement pour ça qu'il faut analyser les bougies au fur et à mesure. Ce sont des 5 minutes. Hein. On travaille essentiellement sur les 5 minutes. Analyser au fur et à mesure la structure des bougies. Donc là, tout va bien, vous voyez, sur les bougies rouges. Là, on a un doji. Là, on a très légèrement haussier et un doji ici. Et là, on a une très légère remontée. Et là, la bougie doit nous inquiéter. Parce que la remontée va jusqu'en haut de la bougie rouge précédente, ce qui n'est pas du tout le cas ici ou là. C'est-à-dire que là, on rencontre probablement une zone de support,
Et cette alerte, quand le Dow Jones commence à ne plus être faible, mais à devenir au contraire un peu fort par rapport aux autres, eh bien à ce moment-là, on ne se pose pas de questions, on sort et on a un trade gagnant. Donc surveillez en permanence l'évolution de la force, en vous demandant ce qui se passe, pourquoi le Dow Jones, lui, va au niveau de la grande rouge pratiquement, alors que les autres restent en bas. C'est-à-dire que lui, maintenant, il commence à avoir un petit peu envie de monter, tout simplement. Et s'il a envie de monter, bah, c'est pas la peine qu'on reste dessus. On prend les bénéfices, on prend le trade et on s'en va. Là encore, vous voyez, vous avez quand même des situations, même en journée, qui sont intéressantes. Ici, on a quelque chose de totalement bizarre. C'est-à-dire le Dow Jones qui monte assez fortement, ici, alors que tout le monde descend ou est stable. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même sur le Dow Jones. Donc ça peut être intéressant de prendre ou de songer à prendre la montée du Dow Jones, la force qu'il révèle ici. Donc ça correspond à peu près à ce type de bougie. Donc voyons, on attend un petit peu, on attend un quart d'heure et là on a une cassure haussière. On a une cassure haussière sur quelque chose qui est déjà très fort par rapport aux autres, et cette cassure haussière correspond aussi d'ailleurs à des blanches sur les autres indices. L'échelle n'est pas la même, hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que là c'est très grand et que là c'est beaucoup plus petit, mais l'échelle n'est pas la même et la montée en fait est beaucoup plus forte côté Dow, hein. Et là on voit que côté Dow Jones, on arrive à monter avec des bougies qui sont relativement régulières sans avoir trop d'impulsion baissière. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, où on monte par ici, vous voyez, par à-coup. Ici, on a une impulsion baissière, on a une action-réaction, donc on pourrait avoir peur. Par contre, là, ça ne monte pas au départ, hein, donc c'est très difficile à tenir au départ, donc ce n'est pas la peine d'y aller. Et finalement, le DAX prend aussi la même direction que le Dow. Remarquez que sur la correction, mais là, de toute façon, il aurait fallu faire quelque chose, hein, mais si on oublie de sortir, enfin si on n'arrive pas à sortir, et que malheureusement on perd quasiment 100 points derrière, on peut quand même espérer, tant que le Dow est fort, que le mouvement soit intéressant. Et là vous voyez, on arrive à un niveau supérieur au précédent, ce qui n'est pas le cas ici, ce qui n'est pas le cas là, et ce qui n'est pas le cas non plus sur Germany. Donc là, on a eu de la chance si on n'est pas sorti. Mais je pense que de toute façon, le stop suiveur aurait été touché, hein. Je vous dirai où placer les stop suiveurs, à quelle distance. Là, on aurait été touché de toute façon, mais il y avait toujours une possibilité sur l'indice fort de reprendre éventuellement une petite partie ici. Quand je dis petite partie, ça fait 120 points, hein, ça, quand même. Encore une fois, ici, vous voyez une différence avec le Dow Jones qui est assez fort. Je vous l'avais montré déjà. Hein, on n'avait pas vu la suite, mais je vous avais déjà montré cette configuration. Là, ici, vous avez un indice de force. C'est un petit indicateur qui va vous aider un petit peu, et je vous en parlerai sur la fin. Et de toute façon, vous l'aurez en téléchargement, gratuit bien sûr, et le code ne sera pas crypté. Donc vous pourrez voir exactement comment il est conçu. Donc le Dow était relativement fort. Vous voyez, ça, c'est le moment ici. Ça, cette bougie ici, c'est celle qui est là. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu un doji, une descente. Mais une descente, regardez, par rapport à ce qui s'est passé sur les autres indices ont descendu fortement. Là, le Dow, finalement, il s'est tenu. Les autres indices descendent fortement, le Dow se tient. Donc, en fait, on peut rentrer à peu près à ce niveau-là, dans cette eau ici, dans ces eaux-là, avec une bonne probabilité que le mouvement continue à la hausse. Donc ça, voilà encore un point d'entrée possible. Vous avez un autre point d'entrée possible ici, avec la grande blanche qui fait un nouveau plus haut, et prendre éventuellement cette petite partie qui fait quand même une 60aine de points. Alors, sur la méthode, il va falloir, à votre avis, avoir un profit target et un stop loss, oui ou non? Eh bien, la réponse est non. On n'a pas d'objectif de gain, parce qu'on ne sait pas de combien le marché va se déplacer. Alors, il peut y avoir éventuellement un support ou une résistance sur lequel on va quand même essayer au moins de s'alléger si on a 2 contrats par exemple, n'allez pas au-delà de 2. Hein. Mais éventuellement, si on est toujours fort et qu'on est acheteur, eh bien non, on va chercher à rester dans le mouvement quand même. Donc on ne cherche pas à se limiter
côté prix. Par contre, vous voyez, quand on met un objectif, souvent, on peut mettre un objectif, mais qui soit totalement inatteignable. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à attendre que l'objectif soit touché, et finalement, le marché se retourne avant qu'on le touche. Et donc l'objectif n'a encore une fois servi à rien, si ce n'est à vous faire perdre du temps et dans le mauvais sens. Donc il faut surveiller quand même les zones de support et résistance. N'en mettez pas partout. Il ne faut pas quand même que les zones soient par exemple sur le dos à 50 points l'une de l'autre. Alors ça peut arriver de façon exceptionnelle, mais souvent les zones sont à 100, 150 points de distance les unes des autres. Éventuellement, vous pouvez vous aider des bandes Mogalef. Alors c'est pareil, sur les bandes Mogalef, la façon de les utiliser, c'est en téléchargement gratuit et vous avez un webinaire enregistré sur le site de WHS et sur ma chaîne YouTube également. Le stop loss, on met toujours un stop loss de sécurité au cas où il se passe quelque chose et on va utiliser un stop de couverture quand les cours auront donné plus que le bruit habituel. Alors par exemple, si vous avez déjà gagné 60 points sur le dos, alors vous couvrez votre position, c'est-à-dire que vous ramenez votre stop de manière à ne plus perdre. Ça peut être nécessaire avant. Si vous voyez une petite hésitation qui vous fait un peu peur, vous pouvez éventuellement, à partir de 35-40 points de gain, couvrir votre position. Mais si la force relative est toujours dans le bon sens pour votre trade, il faut rester en position, n'oubliez pas. Et si ça se retourne, ma foi, c'est pas grave, vous aurez quand même un trade qui sera petit gagnant, mais gagnant quand même, qui ne sera pas perdant, vous n'aurez pas perdu d'argent. Donc la couverture, ne pas le faire trop tôt. Ne pas amener trop tôt le stop de manière à ne plus pouvoir perdre. Là, voilà un exemple où vous voyez, je ne prends que des petits mouvements finalement. C'est-à-dire, le dos est fort ici à 14 heures, donc je me porte acheteur, je n'achète pas au mieux ici. Bon, une petite stat qui devait au départ ne pas avoir une énorme importance, mais qui finalement quand même a fait quelques points, qui a commencé par descendre, puis remonter, donc j'aurais pu attendre, et puis reprendre au niveau de la montée ici. Et finalement, la sortie, je l'ai faite sur une zone de résistance ici, parce que le gain était déjà d'une 70 points à peu près. On arrivait sur la zone de résistance. À partir du moment où on a dépassé et qu'on commençait à descendre, je me suis dit, ok, je prends, au revoir. Et puis, le temps a passé, mais très rapidement, et le Dow Jones est devenu faible cette fois. À 16 heures, il est devenu faible par rapport aux autres indices. Ce qui fait que je suis rentré ici, vous voyez, à la vente cette fois, mais le marché a fait peur. Donc il est remonté quand même de 60-70 points. Maintenant, par rapport aux autres, c'était insignifiant, je dirais. C'est-à-dire que le Dow Jones était toujours manifestement faible. Donc je reste en position, j'attends un petit peu et j'ai pris finalement le gain ici. Encore une fois, ce n'est pas un gain exceptionnel, vous voyez, c'est juste un gain de 50 points à peu près. Bon, mais c'est un gain. Donc ça me permet de finir la journée avec 2 trades gagnants. Finalement, une journée qui fait gagner 120 points à peu près. Donc c'est une journée intéressante. Donc vous voyez, on peut changer également d'avis sur un indice, c'est ça que ça veut dire. À partir du moment où, tant qu'il est fort, on pense haussier, et puis là il se passe quelque chose, bon je vais tracer un canal, mais bon c'est anecdotique, les canaux très aléatoires. À partir du moment où on devient franchement baissier, bon je me dis ok, ça peut continuer, je prends le risque, je pars baissier en vendeur, et je prends un petit peu. Il ne faut pas chercher à prendre énormément forcément. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais vous êtes perdant, si le marché ne va pas dans votre sens? N'hésitez pas à invalider. Si vous étiez par exemple acheteur sur un indice fort et que l'indice se révèle pas si fort que ça, finalement, n'hésitez pas à invalider, c'est-à-dire à sortir, à prendre un trade perdant. Les trades perdants font partie du jeu, entre guillemets. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre la perte et faire une pause. Et ensuite reconsidérer les choses avec un œil nouveau. Avec un œil nouveau, dans ce cas, vous pourrez reprendre dans le sens de la force sur l'indice qui est le plus intéressant. Vous visez dans un premier temps la compensation de la perte, c'est-à-dire à partir du moment où la perte a été compensée, vous essayez de ne plus pouvoir perdre sur l'ensemble et de sortir gagnant, même si c'est de 3 €, mais de sortir gagnant de toute façon. Donc l'objectif ici va être de refaire la perte sans prendre de risque excessif.
Au niveau de la sortie se fera surtout sur le stop suiveur manuel. C'est-à-dire au fur et à mesure, vous remonterez votre stop sur les cours acheteurs ou vous descendrez votre stop sur les trades vendeurs. Pour protéger les... Vous voyez, j'étais moins large que précédemment, mais dès que le gain sur le Dow Jones c'est 35 points, il faut commencer à penser à protéger le gain. Si ça ne continue pas, il faut protéger le gain. Si ça revient à 25 points par exemple, vous protégez votre gain et comme ça vous êtes tranquille, le trade ne sera pas perdant. Puis si ça revient malheureusement sur votre prix et puis que ça repart dans le bon sens, bah, tant pis, vous aurez un petit trade gagnant, mais de toute façon, vous n'aurez pas décaissé, vous n'aurez pas eu de perte. On peut aussi sortir sur un objectif graphique, support et résistance, quasiment exclusivement, et éventuellement vous aider des bandes de Mogalef qui vous donnent des objectifs. Si les bandes de Mogalef vous donnent un objectif qui correspond à un support ou à une résistance, ça peut être vraiment là un objectif quand les cours atteignent ce niveau. Et ça peut être aussi un objectif psychologique, un chiffre rond en milliers ou des choses comme ça, ou même en centaines d'ailleurs, qui peut être significatif et être un bon moment pour sortir. Et surtout, vous sortez si jamais la force s'inverse. Pas sur une bougie, mais si elle s'inverse sur 2 bougies consécutives, alors vous commencez à penser à sortir. Si c'est 3 bougies, il faut sortir impérativement. Si la force s'inverse sur 3 bougies, impérativement. Et même à 2 bougies, il faut sortir. Prendre ce que le marché vous a donné. Et on va parler des règles qui sauvent. Parce que ça, c'est la technique globale. Elle est, vous voyez, relativement simple. On regarde la force, on choisit l'indice. On a donc l'indice, le support, et on a le sens. Point. Donc après, on cherche les cassures haussières, les cassures baissières, les signes particuliers éventuellement. Ça va dépendre un petit peu de vous, mais essentiellement d'ailleurs les cassures. Les règles qui sauvent souvent. Toujours faire une pause en cas de perte. Si vous perdez, attendez 15 minutes. Allez faire un tour pendant 15 minutes. Parce que si vous cherchez à reprendre position immédiatement, il y a de fortes chances que vous tradiez non pas en fonction du marché, mais en fonction de votre trade précédent. Donc il faut impérativement attendre, laisser tomber la pression. Vous attendez 15 minutes, c'est pas grave. Éventuellement vous raterez un trade, mais il y en aura d'autres, c'est pas vital. Et au bout de ces 15 minutes seulement, vous revenez devant le marché. Vous pouvez maintenant l'analyser mieux que si c'était juste après votre trade. Attendre 15 minutes, c'est quelque chose de vital. Si le mouvement se poursuit, par contre, alors que vous êtes sorti prématurément, puisqu'il se poursuit, sachez qu'il est dangereux de rentrer de nouveau dans le même mouvement. Si jamais vous le faites, vous serrez le stop, de manière à ne pas être perdant sur la journée. C'est-à-dire, si vous avez gagné sur le premier trade, par exemple, 100 €, vous ne risquez pas plus de 100 € sur le deuxième trade. Deuxième trade, il faudra sortir avant d'avoir perdu 100 €, de manière à être gagnant sur la journée. N'oubliez pas que l'objectif, c'est être gagnant sur la journée. Et si cette deuxième entrée donc se passe mal, donc vous perdez une partie de vos gains, alors vous arrêtez. Vous arrêtez, plus de journée. Dernier cas qui est le plus ennuyeux, en fait, ça arrive pas très souvent quand même, c'est l'alternance rapide, fort, faible. Alors ça, quand vous voyez ça, eh bien vous pensez à autre chose, vous ne rentrez pas, ou si vous êtes rentré, vous essayez de sortir en gain très léger, avec quelques euros de gain, juste histoire d'avoir un petit peu de gain. Mais ne cherchez pas à avoir une tendance énorme si jamais vous avez sans arrêt les indices qui passent de fort à faible, etc. En général, c'est signe de range, ça. Et sur un range, en cassure, par exemple, on va perdre de l'argent. Donc, il ne faut surtout pas y aller. En cas d'imprévu, cette fois, si se passe quelque chose qui n'était absolument pas prévu, il ne faut pas paniquer. D'une manière générale, il faut vous fixer une perte maxi et ne pas y déroger, c'est-à-dire vous mettez votre stop à 150 ou 250 € éventuellement, de manière à ne pas être pris sur un trade catastrophique. Alors, si jamais vous êtes en perte et toujours en position sur le marché, évitez de renforcer et évitez les moyennes à la baisse. Vous pouvez le faire, vous l'avez vu, sur une certaine configuration de marché, mais d'une manière générale, il faut les éviter quand on est en perte. Sauf conviction profonde et force toujours dans le bon sens. Là, on peut éventuellement renforcer. Si on est acheteur d'un indice fort, et si les autres indices baissent, et que notre position reste quasi stable, alors on peut renforcer.
Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire on est acheteur, à ce niveau par exemple, hein, d'un indice fort. Les autres indices baissent, mais nous, on reste à peu près au même niveau. Et bien là, on va essayer quand même, étant donné que la direction générale des marchés n'est pas dans le sens de la force, pas de chance, eh bien on va essayer de sortir avec une petite éventuellement moyenne en baisse si on était mal placé, de manière à pouvoir sortir globalement dans ce range avec un petit gain, si possible. Hein. Ou alors à sortir globalement avec une petite perte s'il n'y a pas moyen. Donc là, c'est le seul moment où on peut éventuellement renforcer une position. Alors il y a d'autres cas, vous ferez des erreurs, j'ai fait des erreurs, et je vais vous montrer la plus belle. On était à ce niveau-là, j'étais acheteur sur plusieurs contrats, et puis tout se passait bien. Je me suis dit, ok, bah, je vais attendre un petit peu, je vais essayer peut-être de sortir ici, là. Je me suis dit, là on a été ici, là on a été là, il y a des chances qu'on aille toucher les bandes Mogalef. Ce que vous voyez là, ce sont les bandes Mogalef, hein. Partie haute, partie basse. Et puis, bah, il était 20h, même un peu avant, hein, et j'ai été manger tranquillement, regarder un film, et je me suis dit, tiens, ben, je reviendrai vers 10h30 à peu près. Le problème, c'est qu'à 10h30, c'était pas possible. C'était pas possible, parce que le marché avait fermé à 10h. Je me suis dit, sur le moment, c'est pas grave, je verrai demain. Et le lendemain, j'ai regardé le marché, il bougeait pas. Il bougeait pas parce que c'était un vendredi férié. Je me suis donc retrouvé en overweek sur 3 jours. Pas d'affolement. Donc par contre, quand même, il faut bien reconnaître que le lundi matin à minuit, j'étais devant l'ordinateur et j'ai vu dans l'espace de 5 minutes, voilà, ça c'est le lundi en fait. Ici on est jeudi et ici on est lundi. Et j'ai vu que le marché déjà commençait à un bon niveau et je l'ai vu partir. Et belle possibilité d'objectif avec les bandes Mogalef. Bon, je me suis dit, ok, ce que je peux faire, c'est sécuriser une grosse partie des gains, ici, tranquillement, en admettant qu'on continue légèrement à monter, mais l'objectif était un petit peu différent ici. Il y avait une grosse résistance là, qui était le plus haut historique. Donc je me suis dit, on va placer l'ordre de vente, je vais placer un objectif un peu en dessous, au niveau des bandes de Mogalef, un petit peu en dessous. C'était au même endroit là. Donc vous voyez ce qui s'est passé, après j'ai été me coucher, bien sûr. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, eh bien, j'ai eu le plaisir de voir que mon objectif a été touché. Mon objectif, il était dans la mèche, là. C'est un peu de chance. Hein. Si jamais il n'avait pas été touché, à ce moment-là, j'aurais pu sortir derrière, parce que j'aurais été toujours en gain. Et de toute façon, mon gain était garanti. C'est pour ça que là, j'ai laissé courir un petit peu, et je me suis pris un bon trade quand même. Hein. Et j'étais très content d'avoir bien mis mon objectif ici. Donc, vous voyez, c'est une erreur, là je ne l'ai pas payé, mais ça aurait pu être dramatique. On aurait pu aussi avoir un gap baissier. Auquel cas, j'étais mal. Je décaissais une bonne perte, surtout que la position n'était pas faible. Alors vous avez aussi des retournements de force entre le Dow, ici, le S&P. Le retournement de force se situe entre 17h10 et 17h20. Si on regarde précisément les cours, donc là, tout allait bien. On est toujours haussier, j'étais en position là. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin non, je n'étais pas en position d'ailleurs. Ici, on a des bougies qui sont un petit peu différentes. Là, on voit que la bougie ici de 17h10 n'arrive pas à aller plus haut que la précédente. Vous voyez? Alors que la bougie de 17h10 ici va plus haut que la précédente. De même ici. Donc, on a une première indication de relative faiblesse. Sur la bougie suivante, à 17h15, vous voyez que la bougie est rouge, nettement rouge. On revient assez nettement, on revient en fait au niveau pratiquement de la bougie blanche précédente, alors que sur les autres, ce sont des bougies baissières également, mais on ne revient pas au niveau de la bougie précédente, on ne revient pas sur le bas. C'est-à-dire que là, on vient d'enchaîner 2 fois des petites indications disant qu'on manque de force. On manque de force par rapport aux autres indices. Et là, vous voyez ici, si vous ne l'aviez pas vu encore, la bougie blanche qui est derrière ne fait pas un nouveau plus haut. Pour vous expliquer les changements de force, hein. Donc bien regarder sur les dernières bougies comment ça se passe. On ne fait pas un nouveau plus haut, alors que ici, on fait un nouveau plus haut sur le S&P. Et ici également, on fait un nouveau plus haut sur le Texan. Donc là, c'est la 3e bougie consécutive qui vous donne une indication de faiblesse. À partir de ce moment-là, si vous êtes long, vous sortez. Donc ça intervient comme ça. Donc vous voyez, le marché vous donne des indications au niveau des dernières bougies. Il faut toujours examiner comment ça se passe au niveau des dernières bougies. Est-ce qu'il y a un plus haut, est-ce qu'il y a un plus bas, est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle est blanche, la taille du corps.
par rapport à la taille des mèches, etc. Et vous aurez éventuellement, pour vous aider, l'indicateur de force dont je vous ai parlé. Donc voilà comment il fonctionne. Ici, ça ne fonctionne qu'avec les deux premiers indices, c'est-à-dire l'indice de base et la studie suivante, la studie ici qui est le SP500. Donc en noir, vous avez la force du Dow Jones et en rouge, la force du SP500. Et là, on voit que la force du Dow Jones est nettement supérieure à celle du SP500. Effectivement, le Dow Jones, il ne bouge pas là, quand même. Hein. Alors que là, le SP500 ou même le Nasdaq, il bouge sacrément vers le bas. Mais là, non, on est fort, on est fort, on est fort. Vous voyez, la force continue. Et là, hop, la force qui plafonne un petit peu. Et ici, à ce niveau-là, le Dow passe en dessous du SP500. Le noir passe en dessous du rouge. Ça veut dire que le Dow devient légèrement plus faible que le SP500. C'est exactement ce qu'on a détecté visuellement ici. Donc vous pouvez avoir une éventuelle confirmation avec cet indicateur. Ne vous fiez pas quand même entièrement à l'indicateur. Fiez-vous à ce que vous voyez sur les cours. L'indicateur, il est là pour éventuellement confirmer votre impression ou l'infirmer. Mais ne vous fiez pas à l'indicateur exclusivement, parce que un indicateur, il est réglé sur 10 bougies. 10 bougies, bon, c'est une taille qui convient pas mal. Maintenant, ça peut être sur 3 bougies que ça se joue, sur 2 bougies ou sur 20 bougies. Donc malheureusement, le réglage de l'indicateur peut ou donner trop de signaux ou ne pas les donner trop tard. Donc ce n'est juste qu'une indication supplémentaire. Et maintenant, n'oubliez pas le principal. On trade le gain. On ne traite pas les points. C'est-à-dire votre objectif n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Votre objectif est de ne pas en perdre. Ça veut dire que, étant donné que l'important, c'est de gagner, qu'on soit gagnant de 3 points ou de 200, c'est pareil. Vous avez la même satisfaction. La satisfaction, c'est d'avoir une journée gagnante. On a rempli le contrat, on sort gagnant. C'est ça qui doit vous préoccuper principalement. Et des trades de 3 points, vous en aurez. Des moments où le marché part et puis revient sur votre stop de préservation. Donc vous gagnez seulement 3-4 points ou 2 points ou quelquefois même 1 point. Ça dépend de la vitesse globale. Mais vous en aurez des journées de 3 points. Vous aurez aussi des journées de 200 et même quelquefois plus. Mais l'objectif n'est pas de faire 200 ou 300 ou 400 ou même 60. L'objectif, c'est d'être positif, de sortir gagnant de la journée. C'est ça qui doit vous préoccuper. Et c'est sur la durée que tout ça va s'équilibrer autour d'un gain moyen qui sera satisfaisant. Donc vous aurez un gain moyen intéressant. Alors bilan, globalement, la méthode est simple. On apprécie la force, on suit le mouvement dans le sens de la force sur l'indice qui est fort ou sur l'indice qui est le plus faible. Surtout si c'est le Dow Jones qui se démarque par rapport aux autres. L'objectif de la méthode, bon, à mon avis, je crois que j'ai atteint l'objectif, c'est-à-dire démontrer que cette méthode était viable, malgré, vous avez vu, quelques erreurs. Et puis il y en a eu d'autres, quelquefois, pas vu que la force s'inversait, ou pas tenu compte suffisamment tôt de l'inversion de force, en pensant que ça allait quand même continuer. Donc c'est une erreur. À partir du moment où la force faiblit, c'est le cas de le dire, ou bien que la faiblesse devient force, à partir de ce moment-là, on sort du trade, on prend ce que le marché a donné, et peu importe combien il a donné. Par contre, il y a un bémol, c'est que je ne peux pas nier que j'ai une certaine expérience de la vision des cours qui est peut-être supérieure à la vôtre, ou pas d'ailleurs, il est possible que vous soyez plus expérimenté que moi, mais l'expérience a peut-être joué. Donc ça peut éventuellement fausser les chiffres, si je puis dire. Et n'oubliez pas que c'est une méthode simple, mais ce n'est pas une méthode facile. Simple, ça ne veut pas dire facile. C'est simple parce que finalement, on a à regarder quoi? Les cours, point. Et à interpréter la force, la faiblesse, et à regarder dans quel sens vont les cours. Si c'est dans le bon sens, on y va. C'est vraiment simple. Mais ça ne veut pas dire que ce soit facile. Il va falloir que vous appreniez à juger de la force et d'appliquer les principes. Alors dans un premier temps, le temps que vous appreniez à bien juger des forces, des faiblesses, etc., je vous conseille quand même d'essayer de le faire en paper. Mais très rapidement, il va falloir passer en réel parce que c'est là qu'on apprend. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il est peu probable que vous reproduisiez exactement la performance que j'ai eue là sur les 3 mois. Ce serait étonnant, ça voudrait dire que vous avez vraiment bien intégré tout ce que je viens de vous dire. Mais en appliquant ces principes que je viens de vous donner, il y a assez peu de chances quand même que vous brûliez votre compte. Il faudrait vraiment le faire exprès, je pense.
Voilà, donc j'espère que cet exposé vous a plu. J'espère que les notions que je vous ai exposées surtout vont intégrer de toute façon votre trading, c'est-à-dire la force relative, encore une fois. Vous voyez, simplement avec la force relative et le mouvement des cours, on arrive à gagner. Donc je vous remercie, je vous souhaite de bons trades à toutes et tous.